Au cœur de l'agitation d'un grand marché en plein air dans les quartiers nord de Marseille, les voix des commerçants fusaient de toutes parts. Les effluves de poissons frais se mêlaient aux arômes des olives et des herbes de Provence, à la sueur des porteurs et à la fumée des merguez grésillant sur les plaques chauffantes. Ce tumulte faisait partie intégrante du pouls quotidien de la vie du marché. Cependant, ce matin-là, quelque chose dérangeait le regard des gens. Une jeune fille, les cheveux emmêlés et ternes, le visage couvert de crasse, marchait en titubant tout en parlant toute seule. Ses vêtements étaient déchirés, ses pieds nus, et de temps en temps, elle éclatait d'un rire glapissant, sans raison apparente. Les commerçants du marché étaient habitués à sa présence. Ils la connaissaient comme la folle du marché, venue d'on ne sait où. Certains avaient pitié, d'autres étaient agacés. La pauvre petite, elle est si jeune, et jolie en plus. Si seulement elle avait toute sa tête, murmura une maraîchère à sa voisine. Ah, laisse tomber. T'approches pas trop, elle va encore te demander de l'argent, répondit l'autre en pesant des concombres. Les gens du marché lui donnaient souvent les restes. Parfois, quelqu'un lui tendait un morceau de pain sec ou un fond de café, mais beaucoup la chassaient aussi avec dureté. La jeune fille, que tout le monde croyait folle, ne faisait que baisser la tête et rire doucement chaque fois qu'on l'insultait. Ce jour-là fut différent. Une patrouille de la police nationale arriva sur le marché. 3 policiers en tenue complète entrèrent dans l'allée principale. L'un d'eux, un homme grand et costaud, le lieutenant Dubois, était connu des commerçants pour sa dureté et son arrogance. Sa façon de parler était brutale, son visage toujours tendu. Il avait l'habitude de résoudre les problèmes par des vociférations, et même, parfois, par la violence physique. Faites gaffe, c'est Dubois qui patrouille. S'il commence à poser des questions sur le racket, ça va mal finir, chuchota un boucher à son collègue. Les 3 policiers déambulaient, comme s'ils cherchaient quelque chose. Les gens du marché se turent, feignant d'être occupés, mais leurs yeux restaient aux aguets. C'est à ce moment que la folle courut soudain au milieu de l'allée étroite, manquant de percuter Dubois. « Et, la folle. Tu veux mourir ou quoi » hurla Dubois d'une voix forte. La jeune fille le regarda avec des yeux sauvages, puis éclata d'un rire sonore. Un rire qui rendit l'atmosphère du marché encore plus pesante. Les enfants cessèrent de jouer, les marchands arrêtèrent de négocier. Tous les regards étaient tournés vers eux. « Dégage de là. Ne gêne pas la police dans son travail » cria à nouveau Dubois en la bousculant violemment. Mais la jeune fille ne bougea pas. Au contraire, elle s'approcha, planta son regard droit dans les yeux de Dubois, et dit d'une voix basse mais claire, « C'est vous, le vrai fou. » Cette phrase mit Dubois hors de lui. Sans réfléchir, il lui donna un violent coup de pied dans le ventre, la faisant chanceler et tomber au sol. Le marché devint soudain silencieux. Tout le monde était choqué, mais personne n'osait parler. Il savait que s'opposer à un policier comme Dubois n'apporterait que des ennuis. La jeune fille grimaça un instant, puis se remit soudain à rire. Un rire étrange, comme si elle ne sentait pas la douleur. Elle se releva lentement, époussetant ses vêtements en lambeaux, puis reprit sa marche en marmonnant des choses indistinctes. « Laisse tomber, Dubois. C'est juste une folle, » dit un de ses collègues, essayant de le calmer. « Pas question. Ce marché devient dégueulasse à cause de gens comme ça. On devrait l'emmener à l'asile ou nettoyer la rue de cette vermine. » Dubois était toujours furieux. Les gens du marché recommencèrent à chuchoter. Certains la plaignaient, d'autres étaient exaspérés par l'arrogance du policier. Mais ils ne pouvaient que regarder. Ce que ni Dubois ni les commerçants ne savaient, c'est que cette folle n'était pas n'importe qui. Elle n'était ni une mendiante, ni une véritable malade mentale. Son nom était Manon, une lycéenne recrutée comme jeune indique dans une opération secrète. Se faire passer pour folle n'était qu'une couverture pour surveiller un réseau de malfrats du marché, qui collaborait souvent avec des flics véreux. Depuis plusieurs semaines, Manon avait été chargée par un enquêteur chevronné de la police judiciaire, PJ, de collecter des informations sur le racket, la contrebande de marchandises illégales et les pratiques douteuses qui avaient lieu sur ce marché. Elle avait été choisie pour son visage encore innocent, sa petite taille, et parce que personne ne soupçonnerait une « folle » d'être une agent infiltrée. Ainsi, chaque jour, Manon venait au marché, parlant seule, titubant, et mangeant ce que la pitié des gens lui offrait. Elle observait, écoutait les conversations et mémorisait qui étaient impliqués dans ces affaires louches. Le soir, elle faisait son rapport à l'équipe d'enquêteurs via des notes secrètes qu'elle cachait dans un petit café en bordure de route. Ce matin-là, en recevant le coup de pied de Dubois, Manon fut justement convaincue d'avoir trouvé une cible importante. Ce flic arrogant ne faisait pas qu'une simple patrouille. Il avait très probablement un lien direct avec les malfrats du marché. Sa réaction excessive envers elle était un signe fort.
Il avait quelque chose à cacher. Malgré la douleur lancinante à son ventre, Manon garda son rôle. Elle ne devait pas montrer qui elle était vraiment. Le moindre faux pas pouvait faire capoter sa couverture et mettre sa vie en danger. Après l'incident, les commerçants reprirent leurs activités. Bien que l'atmosphère soit encore tendue, Dubois et ses deux collègues continuèrent leur patrouille, mais le regard suspicieux de Manon les suivait de loin. Elle murmura pour elle-même : « Je dois être prudente. Ce n'est pas un flic ordinaire. » Au loin, un homme d'âge mûr, propriétaire d'un bureau de tabac au coin du marché, observait toute la scène d'un air interrogateur. Cet homme s'appelait Monsieur Bernard. Il avait souvent donné à la « folle » des restes de cigarettes ou un fond de café. Pour lui, cette fille était différente des autres marginaux. Sa façon d'observer les gens, sa manière de réagir aux événements était trop ordonnée pour quelqu'un qui avait vraiment perdu la raison. Dans son cœur, Monsieur Bernard se demandait « Qui est vraiment cette gamine ?» Et derrière l'agitation du marché qui reprenait son cours normal, une véritable tempête commençait à peine à se lever. La nuit fut longue. Manon se cachait dans un hangar désaffecté, grelottant de froid. Son souffle était court, ses genoux couverts de boue, mais sa main ne lâchait pas le téléphone portable qui contenait l'enregistrement. C'était la seule preuve qui pouvait faire tomber Dubois et son réseau. Au loin, le bruit d'une moto se rapprochait. Des faisceaux de lampes torchées balayaient les alentours. Manon savait que c'étaient les malfrats qui la cherchaient. Si elle était attrapée cette nuit, tout serait fini. Soudain, depuis une petite ruelle, la silhouette de Monsieur Bernard apparut. Le vieil homme s'approcha lentement puis chuchota : « Viens vite avec moi. Ne reste pas ici. » Sans poser de questions, Manon suivit ses pas. Ils traversèrent des passages étroits, passèrent par l'arrière-boutique de son bureau de tabac, puis entrèrent à l'intérieur. Là, Monsieur Bernard ferma la porte à double tour. « Tu crois que je ne sais pas, petite ? J'ai été un indique, moi aussi. Quand j'étais jeune, j'ai aidé la police à démanteler un réseau de drogue sur ce même marché. Je reconnais le regard de quelqu'un qui est en mission. C'est ton regard. » Manon baissa la tête. Ses yeux s'embrumèrent. « Monsieur, s'ils savent que je ne suis pas vraiment folle. Je suis finie. Mais je dois remettre cette preuve. » Monsieur Bernard hocha la tête fermement. « Demain matin, je t'emmène voir la bonne personne. Tu ne dois plus agir seul. » Le lendemain matin, le marché reprit son agitation habituelle, mais la tension était palpable. Tonio et ses hommes faisaient des allers-retours. Leurs visages étaient inquiets. Dubois apparut également. Cette fois, son visage était plus dur que d'habitude. « Continuez à chercher. Ne lui laissez aucune chance. S'il le faut, nettoyez ce marché de ses ordures, » dit froidement Dubois. Les commerçants ne pouvaient que baisser la tête. Personne n'osait protester. Ils savaient qu'un mot de travers pouvait faire d'eux des victimes. Mais au petit café de Madame Gisèle, quelque chose d'autre se tramait. Un homme en chemise simple était assis à une table dans le coin. Il ressemblait à un marchand ordinaire, mais il s'agissait en fait de l'enquêteur principal de la PJ, en civil. Manon, accompagnée de Monsieur Bernard, s'approcha de lui. « Monsieur, voici les preuves que j'ai enregistrées, » dit Manon en tendant le téléphone. Ses mains tremblaient. L'enquêteur alluma le téléphone. Il vit l'enregistrement clair du visage de Dubois, recevant une enveloppe de Tonio dans l'entrepôt. Il hocha la tête, satisfait. « Excellent travail, petite. Cette preuve est solide. Tu as fait un boulot formidable. Maintenant, laisse-nous prendre le relais. » En fin d'après-midi, la grande opération commença. Une équipe spéciale de la PJ en civil se dispersa autour du marché. Ils se firent passer pour des acheteurs, des livreurs, et même des vendeurs à la sauvette. Manon et Monsieur Bernard durent rester à l'intérieur du café pour leur sécurité. Alors que le soleil commençait à décliner, le même camion revint à l'entrepôt du marché. Tonio et ses hommes étaient prêts. Dubois était également présent. Son visage était confiant, persuadé que tout se passerait sans accroc cette nuit-là. Mais à peine la première caisse fut-elle déchargée qu'une voix forte retentit. « Police. Ne bougez plus. » De toutes parts, des agents des forces spéciales, lourdement armés, surgirent. Les malfrats paniquèrent, certains tentèrent de fuir mais furent immédiatement appréhendés. Tonio résista, tentant de sortir un grand couteau, mais il fut rapidement plaqué au sol. Dubois était stupéfait. Son visage devint blême, mais il tenta quand même de s'en sortir. « Vous faites erreur. Je suis flic, » cria-t-il. Mais l'enquêteur principal s'avança, montrant le téléphone avec l'enregistrement.
La voix et le visage de Dubois étaient parfaitement clairs. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le visage de Dubois passa de l'arrogance au désespoir. Il fut finalement menotté devant les commerçants du marché qu'il avait si longtemps opprimés. Les gens commencèrent à murmurer, certains osant même parler à voix haute. Pas étonnant que le marché soit devenu un tel bazar, c'était la police elle-même qui était corrompue. Pauvre jeune qui essaie de travailler honnêtement, écrasé comme ça. Quelques commerçants regardèrent en direction du café de Madame Gisèle, où Manon observait la scène depuis la fenêtre. Leur regard était différent cette fois. Ce n'était plus du dégoût pour une folle, mais du respect pour celle qui, en silence, les avait sauvés. Cette nuit-là, le marché sembla respirer plus librement. Les malfrats furent arrêtés. Dubois et ses 2 collègues furent emmenés au poste. Le camion rempli de caisses illégales fut saisi. Manon était assise sur un banc en bois devant le tabac de M. Bernard. Ses cheveux étaient toujours emmêlés, son visage ressemblait encore à celui d'une marginale, mais son cœur était en paix. Sa mission était terminée. M. Bernard lui tapota l'épaule. « Tu es si jeune, et tu as déjà pris un tel risque. Souviens-toi, ce n'est pas qui est le plus fort qui compte, mais qui a raison. C'est ce qui permet aux gens de tenir bon. » Manon baissa la tête, des larmes coulant sans qu'elle s'en rende compte. « Merci, monsieur. Sans votre aide, j'étais peut-être fini. » Monsieur Bernard sourit. « Allez, maintenant, retourne être toi-même. Ne reste pas trop longtemps à jouer un rôle. La vie est lourde si on doit constamment porter un masque. » Quelques jours plus tard, le marché reprit son cours normal. Les gens parlaient encore de l'arrestation, mais ils vendaient désormais leurs marchandises avec plus de sérénité. Il n'y avait plus de raquettes, plus de regards arrogants de Dubois. Et Manon. Elle retourna au lycée, redevenant une élève ordinaire. Ses amis ne surent jamais que derrière son visage innocent, elle s'était fait passer pour une folle sur un marché, affrontant des criminels et des policiers corrompus. Seul M. Bernard et l'équipe d'enquêteurs savaient qui elle était vraiment. Et pour eux, le courage de Manon n'avait pas seulement sauvé le marché, mais il avait aussi redonné l'espoir que la justice pouvait encore prévaloir dans ce pays. Reprise détaillée des événements, parties 2 et 3. Le soir tombant, le vieux marché commençait à se vider. Les maraîchers étaient partis depuis l'après-midi, ne laissant que les épiceries, le café et le bureau de tabac qui restaient ouverts jusqu'à tard. Le chant des criquets commençait à se mêler au vrombissement des scooters des jeunes malfrats qui traînaient sur le trottoir. Dans le petit café de Madame Gisèle, Manon était assise dans un coin, faisant semblant de se gratter la tête et de marmonner. Les gens qui passaient la prenaient juste pour la folle qui aimait s'asseoir là. Pourtant, sous la table en bois, sa main écrivait rapidement sur un petit bout de papier. La note contenait les noms des commerçants, des malfrats et des policiers qu'elle soupçonnait d'être impliqués dans le racket. Patronne, un café noir, inséré. Une voix grave rompit le silence. Manon leva légèrement la tête. Faisant semblant de s'en moquer, ses yeux étaient pourtant aux aguets. L'homme n'était pas n'importe qui. C'était Tonio, le caïd du marché, connu depuis longtemps pour sa violence. De nombreux petits commerçants étaient forcés de lui verser une « protection » chaque semaine. Tonio s'assit et entama la conversation avec un autre homme qui venait de le rejoindre. Des bribes de conversation parvinrent à Manon, lui glaçant le sang. « Demain soir, la marchandise arrive. Assure-toi que les mecs sont prêts à l'entrepôt. T'inquiète, c'est réglé. Les flics ont eu leur part. C'est sécurisé. » Ces mots étaient comme les pièces d'un puzzle qui commençaient à s'assembler dans l'esprit de Manon. Marchandises, entrepôt, flics payés. Tout cela indiquait quelque chose de bien plus gros qu'un simple racket de marché. Manon fit semblant d'avoir un rire glapissant, ce qui fit s'éloigner les autres clients, gênés. Cela lui donnait un avantage. Elle pouvait entendre plus clairement sans être suspectée. Quand Tonio mentionna « Dub », le surnom de Dubois, Manon fut certaine que le flic arrogant faisait partie de ce réseau. Cette nuit-là, après le départ des clients, Manon glissa sa note dans une fente de la table du café. Demain matin, un enquêteur se faisant passer pour un vendeur de cigarettes ambulant la récupérerait. C'était ainsi que son équipe maintenait la confidentialité de leur communication. Mais il y avait quelque chose que Manon ignorait. Depuis l'incident du matin, Dubois l'observait en secret. Pour Dubois, cette folle avait quelque chose d'étrange. Non pas parce qu'elle avait osé le regarder dans les yeux, mais parce que son regard était trop profond, trop conscient. Le lendemain, le marché retrouva son agitation. Manon joua son rôle comme d'habitude. Cheveux sales, vêtements déchirés, riant toute seule. Mais à l'intérieur, elle était nerveuse.
Elle savait que plus elle se rapprochait de la vérité, plus le risque était grand. Cet après-midi-là, elle vit Dubois assis à la buvette de sandwich près de l'entrée du marché. Son regard était perçant, comme s'il attendait quelque chose. Manon garda ses distances, faisant semblant de fouiller près des poubelles. De là, elle vit deux hommes de main s'approcher de Dubois. Ils parlèrent brièvement, puis l'un d'eux lui tendit une enveloppe Kraft. Dubois la glissa calmement dans sa sacoche, puis partit comme si de rien n'était. Le cœur de Manon battait la chamade. C'était une preuve flagrante. Mais comment pouvait-elle le signaler sans se faire repérer? En fin d'après-midi, une pluie battante s'abattit. Le marché devint boueux. Les flaques d'eau poussèrent certains étals à fermer plus tôt. Manon courut pour chercher un abri. C'est alors qu'un scooter s'arrêta juste devant elle. Un casque intégral noir cachait le visage du conducteur, mais la voix qui en sortit fit se raidir Manon. « Monte. Sinon, tu sais ce qui t'arrivera. » C'était la voix d'un des hommes de main de Tonio. Manon fit semblant d'être terrifiée, comme une vraie folle. Elle refusa, rit, puis s'enfuit dans une ruelle étroite. L'homme jura bruyamment et la poursuivit dans la ruelle boueuse. Manon courut de toutes ses forces. La pluie la fit glisser plusieurs fois, mais elle continua. Heureusement, sa petite taille et son agilité lui permirent de s'échapper. Elle se cacha derrière un chariot de restauration abandonné, retenant son souffle jusqu'à ce que le bruit du scooter s'éloigne. Pourquoi me soupçonne-t-il? Songe-t-elle, inquiète. Ma couverture commence-t-elle à être compromise? Cette nuit-là, elle retourna à sa cachette temporaire, un vieux bâtiment désaffecté près de la voie ferrée. Là, elle ouvrit un petit sac qu'elle avait caché derrière un mur fissuré. À l'intérieur se trouvaient ses notes importantes, un téléphone spécial avec un numéro secret, et les photos de plusieurs cibles. Elle alluma brièvement le téléphone et tapa un message court au numéro de l'équipe d'enquête. Cible Dubois a reçu enveloppe de Tonio. Marchandises arrive entrepôt marché vendredi soir. Besoin de renfort. Situation critique. Message envoyé. Elle éteignit aussitôt le téléphone. Tout devait être rapide, silencieux. Le lendemain, l'atmosphère sur le marché était plus tendue que d'habitude. Étrangement, il y avait plus d'hommes de main qui traînaient. Même Dubois revint, cette fois avec deux autres policiers. D'après leurs mouvements, ils semblaient chercher quelque chose, ou quelqu'un. Manon commença à réaliser que le temps pressait. Vendredi soir, c'était dans un jour. Si elle échouait à observer l'arrivée de la marchandise à l'entrepôt, l'opération pourrait échouer et le réseau resterait impuni. Mais quelque chose lui donna la chair de poule. Le regard de Dubois. Chaque fois qu'il passait dans l'allée du marché, il s'arrêtait un instant sur elle. Comme si Dubois savait que cette folle n'était pas qu'une simple nuisance. Dans son cœur, Manon murmura « S'il découvre qui je suis vraiment, je suis finie. » La nuit du vendredi arriva. Le ciel était sombre, sans étoiles. Seule la faible lumière de la lune perçait les nuages fins. Le vieux marché était désert. Les kiosques étaient fermés à clé et le son des grillons dominait l'air. Mais derrière ce silence, une activité cachée commençait. Manon, toujours dans son déguisement de folle, marchait en titubant autour du marché. De l'extérieur, on ne voyait qu'une marginale sans but. Mais derrière ses cheveux emmêlés, ses oreilles et ses yeux étaient à l'affût. Elle suivit la direction du bruit d'un moteur de camion qui s'arrêtait derrière le marché, près du vieil entrepôt rarement utilisé par les commerçants. Depuis l'obscurité, elle vit plusieurs malfrats ouvrir la porte de l'entrepôt. Un gros camion déchargeait rapidement des caisses en bois. Manon retint son souffle, accroupie derrière une pile de sacs de riz abandonnés dans un coin. « Vite! Faut pas qu'on nous voie. Ce soir, ça doit être bouclé », entendit-elle la voix de Tonio qui dirigeait les opérations. Manon jeta un coup d'œil. Les caisses étaient grandes, lourdes et déchargées avec précaution. Elle entendit un cliquetis métallique provenant de l'une des caisses. Son estomac se noua. Ce n'était pas des provisions, ni des marchandises ordinaires. C'était clairement de la contrebande à grande échelle. Peu de temps après, Dubois arriva, en uniforme complet mais sans un signe officiel. Il tenait une petite lampe torche et s'approcha de Tonio. « Tout est sécurisé ?» demanda brièvement Dubois. « Ouais, chef. »« T'apparaît prête » répondit Tonio en lui tendant un sac noir. Manon réprima sa colère en silence. Le policier qui était censé protéger les citoyens faisait partie intégrante du réseau criminel. Elle savait qu'une preuve visuelle serait plus forte qu'un simple rapport. Discrètement, elle sortit le téléphone spécial de la poche intérieure de sa chemise.
La petite caméra s'activa sans un bruit, filmant la rencontre depuis la fente entre les sacs. Mais la chance n'est pas toujours au rendez-vous. Alors que Manon se concentrait sur l'enregistrement, un chat du marché sauta soudain d'une pile de bois, faisant du bruit. Le malfrat de garde se retourna, méfiant. « Eh, c'est quoi ce bruit » cria-t-il. Manon se plaqua au sol, retenant sa respiration. L'homme s'approcha, balayant les environs avec sa lampe torche. À quelques pas de là, il l'aurait sûrement vu. Soudain, le bruit d'un scooter rugit au loin. L'homme tourna la tête et retourna précipitamment à son poste. Sauvé. Manon avait frôlé la mort. Une fois le camion vidé, Dubois donna l'ordre. Fermez tout. Demain matin, cette marchandise part au port. Pas de fuite. Les malfrats verrouillèrent rapidement l'entrepôt, puis partirent un par un. Dubois partit aussi, l'air satisfait, l'enveloppe épaisse à la main. Dès que la situation fut sûre, Manon sortit de sa cachette. Elle était encore essoufflée, mais elle avait réussi à obtenir l'enregistrement crucial. Elle serra le téléphone contre sa poitrine, comme si elle étreignait son seul espoir. Cependant, le chemin du retour ne fut pas si simple. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la zone du marché, quelqu'un lui attrapa le bras par derrière. Manon se retourna et son cœur faillit s'arrêter. Monsieur Bernard, le vieux vendeur de tabac qui lui donnait souvent à manger, se tenait là, le visage grave. « Tu n'es pas folle, n'est-ce pas » chuchota-t-il. Manon resta silencieuse. Elle avait toujours cru sa couverture parfaite. Mais le regard de Monsieur Bernard était plein de certitude. « Calme-toi, je ne suis pas ton ennemi. Je sais que tu es en couverture. Tes yeux sont différents, petite. Un fou n'a jamais un regard comme ça. » Manon hésita, mais finit par hocher légèrement la tête. Elle avait souvent vu la sincérité dans les yeux de cet homme. « Alors, fais attention. J'ai entendu dire que Tonio et ses hommes te soupçonnent. Ne rentre pas seul ce soir. C'est dangereux. » Cette déclaration rendit Manon encore plus nerveuse. Mais elle devait agir vite. Cet enregistrement devait parvenir à l'équipe d'enquête. Elle attendit quelques minutes puis s'engagea dans une ruelle étroite en direction du café de Madame Gisèle, l'endroit habituel où elle déposait ses notes. Mais cette fois, c'était différent. Au bout de la ruelle, 3 malfrats l'attendaient. « Et, la folle. Tu te balades encore la nuit ? Viens voir par ici, » dit l'un d'eux avec un sourire narquois. Manon fit semblant de rire hystériquement et courut dans la direction opposée. Les malfrats la prirent aussitôt en chasse. Le bruit de leurs pas résonnait dans la ruelle boueuse, se mêlant au battement de cœur de Manon qui s'accélérait. Elle courut vers la voie ferrée, espérant leur échapper dans l'obscurité. Mais l'un des hommes parvint à lui couper la route. Elle était piégée. « Je savais bien que t'étais pas vraiment folle. Allez, montre-nous qui tu es vraiment, » dit l'homme en lui saisissant le bras. Manon se débattit. Mais sa force n'était pas comparable. Dans cette situation désespérée, elle fouilla dans la poche de sa chemise, sortit un petit objet, une bombe lacrymogène qu'elle portait toujours sur elle. Une seule pulvérisation, et les yeux de l'homme se mirent à brûler. Il hurla de douleur. Manon profita de cette opportunité pour s'enfuir à nouveau, courant le long de la voie ferrée obscure. Elle ne savait pas où aller, mais une chose était sûre, sa couverture était presque grillée. Cette nuit-là, Manon réussit à se cacher dans un local associatif vide. Son souffle était court, son corps couvert de boue, mais le téléphone contenant l'enregistrement était toujours intact dans sa main. Elle regarda l'écran un instant, voyant les visages de Dubois et Tonio clairement enregistrés. C'était la preuve qui pouvait les faire tomber. Mais elle réalisa qu'à partir de cette nuit, elle n'était plus seulement la folle du marché. Elle était une cible. Au loin, les phares d'un scooter s'allumèrent. Les ombres de plusieurs hommes se déplaçaient, s'approchant du local. Ils étaient en train de la chercher. Manon retint son souffle. Les faisceaux des lampes torchées balayaient l'intérieur du local vide à travers les fenêtres sales. Des voix d'hommes, brutes et nerveuses, se rapprochaient. Elle a dû filer par là. Tonio a dit de la retrouver, vivante ou morte. Surtout, récupérer ce qu'elle a sur elle. Manon se fit la plus petite possible dans le coin le plus sombre, son corps tremblant de froid et de peur. Ses genoux étaient écorchés et couverts de boue suite à sa course effrénée. Mais sa main agrippait fermement le téléphone portable dans sa poche. C'était la seule preuve. La seule chose qui pouvait faire tomber Dubois et tout son réseau. Si elle était prise ce soir, tout serait fini. Sa mission, sa couverture. Et probablement sa vie. Les bruits de pas étaient juste de l'autre côté du mur. Elle ferma les yeux,
s'attendant à ce que la porte s'ouvre en grand d'un instant à l'autre. Soudain, un léger grattement se fit entendre derrière elle, provenant d'une ruelle sombre que les hommes n'avaient pas encore explorée. Une silhouette se détacha de l'obscurité. Manon faillit crier, mais l'homme porta un doigt à ses lèvres. C'était Monsieur Bernard. Le vieil homme s'approcha sans un bruit, son visage habituellement placide tendu par l'urgence. « Vite, suis-moi. »« Ne reste pas ici, » chuchota Théil, sa voix à peine audible. Sans poser de questions, Manon se releva et le suivit. Elle n'avait pas le choix. Ils se déplacèrent comme des ombres, longeant les murs, traversant des cours intérieures puant les ordures, loin des lampes torchées des malfrats. Monsieur Bernard semblait connaître chaque recoin, chaque passage secret de ce dédale. Il la guida jusqu'à l'arrière de son bureau de tabac, ouvrit une petite porte dérobée et la fit entrer rapidement. À l'intérieur, dans la petite réserve sentant le tabac froid et le carton, Monsieur Bernard verrouilla la porte. Manon se tenait là, haletante, le cœur battant à tout rompre. « Tu penses que je ne savais pas, petite ?» dit soudain le vieil homme en se retournant vers elle. Manon le regarda, surprise. « J'ai été un indique, moi aussi, » continua-t-il à voix basse, ses yeux brillant d'une intelligence que Manon n'avait jamais vue. « Quand j'étais jeune, sur ce même marché, j'ai aidé les flics à faire tomber un réseau de drogue. Je reconnais le regard de quelqu'un qui est en mission. C'est ton regard. Celui d'une personne qui observe, qui calcule, même en faisant semblant d'être perdue. » Manon sentit la tension des dernières semaines la submerger. Elle baissa la tête, et ses yeux s'emplirent de larmes. Ce n'était pas seulement la peur, mais aussi le soulagement de ne plus être totalement seule. « Monsieur », sa voix se brisa, « s'ils découvrent que je ne suis pas folle. Je suis finie. Ils me tueront. Mais j'ai les preuves. J'ai tout enregistré. » Monsieur Bernard hocha la tête, son expression grave. « Je m'en doutais. Écoute-moi bien. Demain matin, à la première heure, je t'emmènerai voir la bonne personne. Un contact sûr. Mais d'ici là, tu ne dois plus bouger. Tu ne dois plus jamais agir seul. C'est devenu trop dangereux. » Il lui désigna une vieille chaise dans un coin. « Repose-toi. Personne ne viendra te chercher ici. » Manon s'assit, le corps endolori, mais l'esprit un peu plus apaisé. L'aube était encore loin.